Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale sur la pauvreté au Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Hélène Branch. Je suis en compagnie de Jean-Claude Basque, coordonnateur du Front commun pour la justice sociale. Nous allons, au cours de la prochaine heure, examiner plus spécifiquement deux aspects prioritaires, soit le salaire minimum et la situation des personnes bénéficiaires de l'aide sociale. Jean-Claude Basque, bonjour. Bonjour. Jean-Claude Basque, plusieurs vont se demander pourquoi dans une émission sur la pauvreté, on parle du salaire minimum. Ce sont des gens qui travaillent quand même. Pourquoi est-ce qu'on parle du salaire minimum? Bon, on parle du salaire minimum parce qu'il y a des gens qui sont au salaire minimum qui vivent en situation de pauvreté. Il faut se rappeler, il y a une personne sur 7 au Nouveau-Brunswick qui vit à bas revenus. Et de ça, évidemment, il y a tous les gens qui sont à l'aide aux revenus, qui sont à peu près 36 000. Mais tous les autres, c'est soit des travailleurs, soit des personnes aînées, soit des personnes qui ont un handicap. Donc, il y a beaucoup de gens quand même qui sont au salaire minimum, qui ont un petit revenu. Et il y a des gens qui sont plus que le salaire minimum, mais qui aussi vivent dans une situation de pauvreté. Donc, globalement, est-ce que vous pouvez nous décrire là, quelle est la situation de ces gens-là? Il y en a combien, par exemple? Bien, au niveau des salaires minimums, c'est à peu près 6 de l'ensemble des travailleurs qui vivent puis qui travaillent au Nouveau-Brunswick. Et ce pourcentage-là fluctue évidemment, mais c'est à peu près ça. Donc, présentement, surtout l'an passé, en 2017, il y avait 20 500, 20 600 personnes qui étaient au salaire minimum. Mais aussi, il y a toutes les autres, ceux qui font moins de 15 de l'heure. Et ça, c'est un tiers de l'ensemble des travailleurs qui ont un emploi. Donc, c'est beaucoup de monde. C'est des gens, surtout ceux qui sont au salaire minimum, c'est des gens qui font à peu près 23 000 $. Le seuil de pauvreté est autour de ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent sur le seuil de pauvreté. Ça se compare, vous faites 3 000 $ au salaire minimum, travail à temps plein. Ça se compare comment avec les autres provinces? Au niveau du salaire minimum, on est au niveau 6e, si on peut dire. On n'est pas les derniers. Il y a d'autres provinces qui sont un salaire minimum plus élevé que nous autres. Il y a l'Ontario, Colombie-Britannique, il y a le Québec. Donc, la province, avec la dernière augmentation, quand même, a augmenté de statut, si on peut dire. Mais c'est que le montant, quand même, par rapport au coût de la vie, et fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont au salaire minimum et qui vivent en situation de pauvreté. Donc, ces gens-là en arrachent, hein? Ils vont aux banques alimentaires, ils se privent de certaines choses. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant lorsqu'on regarde les statistiques des banques alimentaires jusqu'à 2016, qui était la dernière année qu'il y a des statistiques au niveau canadien. Donc, il y a à peu près 12 de tous les gens qui vont aux banques alimentaires qui sont des travailleurs, soit qui travaillent maintenant, ou soit c'est des gens qui sont sur l'assurance d'emploi, mais ça veut dire qu'ils ont travaillé. Donc, c'est une indication de l'extrême pauvreté d'un certain nombre de travailleurs, des gens qui travaillent. Et avant de passer à deux documents qu'on va présenter, des documents audio, vous voudriez donc que ça augmente graduellement à 15 $ de l'heure et aussi vous voudriez voir des changements à certaines normes d'emploi. Lesquelles sont les plus importantes? Bien, il ne faut pas oublier, premièrement, on veut que le salaire minimum augmente à 15 $ de l'heure. Notre proposition qu'on a faite à tous les partis politiques présentement, c'est qu'il y a une augmentation d'un dollar de l'heure pendant les prochaines 4 années. L'autre grosse recommandation, c'est par rapport au nombre d'emplois. Donc, au Nouveau-Brunswick, il y a à peu près 2 tiers de tous les travailleurs qui ne sont pas couverts par une convention collective. Donc, ils sont seulement couverts par ce qu'on appelle les normes d'emploi provinciales. Donc, qui régit combien tu reçois, qui régit est-ce que tu as des congés de maladie payés, est-ce que tu as des bénéfices, qui régit aussi le temps et demi. Donc, toutes ces normes d'emploi-là couvrent beaucoup de travailleurs. Et les normes d'emploi au Nouveau-Brunswick sont vraiment minimales. Et on voudrait qu'ils soient modernisés et qu'il y ait une meilleure vie sur les lieux de travail.
Et maintenant, on va illustrer des situations qui sont vécues par les personnes qui travaillent au salaire minimum. Nous vous présentons donc 2 cas. Tout d'abord, on va voir celui d'une jeune femme qui travaille dans un commerce et un autre cas, celui d'un jeune homme qui s'appelle Jason. Stéphanie est directrice adjointe dans un magasin. Elle est mariée, âgée de 36 ans et détient un diplôme d'études secondaires. Elle était gestionnaire intermédiaire dans un centre d'appel pendant plus de 12 ans. Puis un jour, son poste a été éliminé. L'entreprise lui a offert un poste qu'elle occupait auparavant, moyennant une réduction de salaire. Elle a décidé d'accepter une indemnité de départ et de se chercher un emploi ailleurs. Au début, elle a travaillé à temps partiel comme commis-vendeuse dans un magasin de détail. Après quelques mois, elle a été promue comme directrice adjointe. Elle travaille maintenant 40 heures, 5 jours par semaine et doit obligatoirement travailler soit le samedi ou le dimanche. Elle gagne 14 $ de l'heure pour un salaire annuel de 29 120 $. Stéphanie peut prendre des vacances, mais ne peut pas se les faire payer plutôt que de les prendre. Ses pauses ne sont pas payées et elle n'a droit qu'à une pause d'1 heure chaque période de travail de 8 heures. Elle n'a pas droit à une pause pour un quart de moins de 5 heures. Les employés à temps plein bénéficient de prestations de soins de santé. La formation pour les employés doit s'effectuer pendant les heures de travail, mais il y a trop de travail, donc pas de formation et aucune chance de progresser dans l'entreprise. Pas question d'épargner de l'argent ou d'avoir un fonds d'urgence, et elle ne peut plus contribuer à son régime de retraite. Les heures de travail de son conjoint ont également été réduites. Il y a donc moins d'argent pour payer les factures. Afin d'être en mesure de joindre les 2 bouts, ils louent un appartement dans le sous-sol d'un membre de leur famille. Ils ont du mal à voir comment ils pourront aller de l'avant. Comment la situation de Stéphanie changerait-elle avec des congés de maladie payés, 15 $ de l'heure et l'indexation? Jason travaille dans le domaine de l'hôtellerie depuis 26 ans. Il a un diplôme universitaire, mais n'a pu trouver d'emploi dans son domaine. Avec une dette étudiante à payer, il n'a pas eu le choix d'accepter un emploi à l'hôtel. Il travaille 40 heures par semaine et gagne 11 $ de l'heure. Son épouse travaille à son propre compte, mais malgré leurs 2 revenus, il arrive difficilement à joindre les 2 bouts. Ils n'achètent rien de neuf, n'ont pas les moyens d'aller au restaurant avec leurs amis, et même s'abonner au journal est un luxe. Jason a un problème de santé chronique et donc il doit observer un régime alimentaire très particulier. En raison du coût de la nourriture, ce n'est pas toujours possible. Le couple surveille les aubaines et ne gaspille jamais. Pendant l'été, pour faire un peu plus d'argent, Jason travaille 2 jours par semaine pour une entreprise d'aménagement paysager. Il travaille 7 jours par semaine et doit sacrifier du temps d'été qu'il aimerait passer avec sa femme et ses amis. Même s'il est syndiqué, Jason n'est pas rémunéré pour les congés de maladie ou les jours fériés. Il doit toujours être disponible durant ses pauses non payées, même celles du midi. Son entreprise contribuait autrefois à son régime de pension le même montant que lui, mais les nouveaux propriétaires de la compagnie ne contribuent que 75 %. Comment la situation de Jason changerait-elle avec 15 $ de l'heure, l'indexation et les congés de maladie payés? Voilà donc qui termine la première partie de cette émission spéciale sur la pauvreté. On va faire une pause et après la pause, on va voir plus spécifiquement la situation déplorable des bénéficiaires de l'aide sociale.
Bonjour et merci d'être encore avec nous pour la deuxième partie de cette émission sur la pauvreté. Je vous rappelle que je suis en compagnie de Jean-Claude Basque, coordonnateur du Front commun pour la justice sociale, et c'est d'ailleurs cet organisme qui vous présente cette émission. Jean-Claude, on va maintenant aborder la situation de l'aide sociale, les conditions de vie des personnes qui en sont bénéficiaires, donc de l'aide sociale, et les difficultés qu'elles vivent à joindre les deux bouts. Tout d'abord, combien de personnes sont sur l'aide sociale au Nouveau-Brunswick? Au mois d'avril, il y avait 36 500 personnes à peu près. Et de ce nombre-là, un tiers sont des enfants, donc de 0 à 17 ans. À peu près un tiers aussi sont des personnes célibataires. Et le reste, c'est des gens qui sont soit en couple ou avec des enfants ou sans enfants. Donc, c'est ça en général. Évidemment, le nombre était plus élevé en 2011-2012 à cause de la crise économique. Mais on est revenu à peu près au même nombre qu'on avait en 2008. Donc, en 10 ans, il y a eu des fluctuations. Et puis, ces gens-là reçoivent des prestations selon qu'ils soient seuls, qu'ils soient monoparentales ou en couple avec des enfants. Mais dans tous les cas, je pense que le Front commun considère qu'ils sont constamment en déficit de revenus. Oui, c'est clair. On a fait un document, on a fait une recherche sur la situation des gens qui sont sur l'aide aux revenus. Et toutes les situations, et on a comparé leur revenu net. On a engagé une firme de comptables pour calculer le revenu net de 4 catégories de gens sur l'assistance sociale. Et on a regardé et comparé avec la mesure du panier d'épicerie qui est en fait contre le seuil de pauvreté. Et dans tous les cas, les gens avaient un déficit assez important par rapport au seuil de revenu. Et le déficit était de 8 000 à 12 000 $. Évidemment, la situation est beaucoup plus tragique pour les gens qui sont seuls, qui sont des individus seuls, célibataires, sur l'aide aux revenus. Donc, eux, ils reçoivent à peu près un revenu net de 7 000 $ par année et le seuil de pauvreté est presque de 20 000. Donc, eux, ils ont un vrai déficit. Et un des gros problèmes aussi, en plus du bas taux des taux de base, c'est le logement subventionné. Ouais. Donc, une priorité pour le Front commun. Oui. Évidemment, comme pour n'importe quelle personne, le logement, c'est un morceau important du budget. Et on ne devrait pas débourser plus que 30 % à peu près de son budget pour le logement. La majorité des gens qui sont sur l'aide aux revenus, qu'on a regardé nos 4 catégories, ils dépensent beaucoup plus que 30 %. Les personnes seules dépensent à peu près devraient dépenser à peu près 90 % s'ils voulaient seulement avoir un studio. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui restent dans des chambres. Et évidemment, même là, ça gruge au moins 50 % de leur budget. Donc, eux, ils sont dans une situation vraiment difficile et une situation vraiment désastreuse, en fait. Alors, on va maintenant aborder la situation des personnes bénéficiaires de l'aide sociale et qui souffrent d'un handicap. On va commencer par écouter un témoignage. Il s'agit d'un homme du Sud-Est qu'on va appeler André, ce n'est pas son vrai nom, qui depuis 30 ans vit dans la pauvreté à la suite d'un accident de la route. Alors, voici son témoignage. André, on va commencer par parler de votre situation actuelle. Oui. Vous êtes en invalidité et vous recevez des prestations. Parlez-moi de ça un peu. Bien, ça fait plusieurs fois que j'avais appliqué, puis en cause de beaucoup de problèmes, beaucoup d'opérations, beaucoup de problèmes de santé majeurs. Puis j'ai été appliqué plusieurs fois. Finalement, il faut croire que j'ai frappé une bonne corde. Oui, parce que vous avez eu un accident quand vous étiez très jeune. Oui. Parlez-moi un peu de ce que ça vous a occasionné comme blessure. Tout l'estomac avait été détruit. Si ça n'avait pas été un spécialiste de chirurgie qui venait des États, il n'y avait aucune manière que je pouvais être réparé. Tout était détruit au point de vue des intestins, le foie était graffiné. Les côtes étaient toutes cassées. Puis j'ai été comme 13 heures sur la table d'opération. Ils m'ont déclaré mort 2 fois. Puis finalement, ce médecin-là a pu
me rabricoter en morceaux, mettre les morceaux en place. Puis j'ai été comme 7 ans, je ne pouvais pas manger. Je vivais très malheureusement parce que je voyais quelqu'un manger. J'aimais beaucoup la pizza. J'aurais vu quelqu'un manger de la pizza, ben, je broyais. Parce que je ne pouvais pas manger. Je pouvais juste manger comme une sandwich par 3 jours. Et malgré tout ça, vous avez récupéré... Ça a pris beaucoup d'années, beaucoup d'années. J'ai passé 7 ans à vivre avec une sandwich par 3 jours, 2 jours. Puis beaucoup de médicaments, puis beaucoup de drogue pour pouvoir survivre aux besoins de mon corps qui était... Puis finalement, il y a quelque chose qui est arrivé, j'ai rencontré quelqu'un, puis quelque chose qui est arrivé, j'ai réussi à pouvoir commencer à manger un peu plus. Puis ma santé me reprenait un plus. Puis parce que j'étais un fighter naturel, ben, j'ai combattu contre. Puis j'ai réussi à gagner, puis à reprendre l'énergie assez, puis des forces assez pour retourner sur le marché du travail. Oui, puis vous avez retourné travailler pendant combien de temps? Depuis, je dirais depuis 1978 à la 2008, j'ai travaillé. À 2008. À 2008, c'était plus possible pantoute. Mon dos, mon système était en train de crasher down de nouveau. Je faisais une dépression pour des riens. J'avais plus de courage, j'avais plus de goût à rien. Je perdais l'appétit, tout s'effondrait à nouveau. Puis j'ai vraiment eu peur que ça vienne au suicide. Ça fait que j'ai été obligé de prendre, puis mon médecin dit c'est mieux de prendre, puis relaxer, puis arrêter. J'étais obligé d'arrêter. Oui. Donc à partir de 2008, c'est là que vous avez commencé à vivre dans la pauvreté, dans le fond, parce que vous êtes devenu assisté social, etc. 700-800 $ par mois, même pas. Non, le début c'était 5,37. Puis après ça, il y a eu des petites augmentations, puis ça. Puis là, quelques années, ça va monter à 5,76. Mais à un moment donné, je payais 4,75 pour le loyer, plus 100 piastres, 102 piastres, je crois, pour le téléphone puis le câble. Ça fait que il me restait 26 piastres par mois pour vivre. 26 $ par mois pour vivre. J'ai vécu comme ça pour presque 1 an. Une chance que j'avais du monde qui me pensait, puis qui croyait, puis que je suis une personne fiable. Et ils m'ont prêté de l'argent. Ils me prêtaient de l'argent. Quand j'avais besoin de plus de grosseries ou des besoins personnels ou des choses, ils me prêtaient de l'argent. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai réussi à avoir un appartement à prix réduit de N-Housing. Puis là, un peu, je pouvais vivre un peu plus à l'aise, un peu. Mais avant que j'ai pu avoir ça, j'étais rendu que je devais passer 800 $ à différentes personnes, juste pour survivre pendant les 8 mois, 9 mois, qui me restait 26 piastres par mois. C'est dur à envisager une situation comme ça quand tu as vécu, que tu pouvais pourvoir à tes besoins, pourvoir facilement d'un côté aux besoins financiers. J'avais l'argent. Je travaillais, puis j'étais un bon travailleur, puis j'étais reconnu comme bon travailleur. Puis, mais quand tu tombes à ce point-là, c'est que c'est incroyable comment c'est dur sur le... C'est ça, quel impact que ça avait sur votre mental, sur votre santé? C'est atroce, c'est que tu te sens tellement dévalorisé que tu te sens inutile, tu ne vaux plus rien, tu es juste un fardeau pour la société, tout ce que personne ne peut imaginer, c'est que tu le vis. Tu le vis intérieur, tu caches au monde ce que tu ressens vraiment, parce que tu as honte de toi-même. Tu as honte de dire qui ce que tu es. Vous savez, c'est vraiment... c'est dur et c'est pénible à vivre. Moi, je suis encore chanceux que je suis une personne qui est débrouillarde, qui est forte mentalement.
Mais j'ai vu des personnes, j'ai connu des personnes que vraiment, je parle avec, puis vraiment, ils étaient rendus au bout. Puis c'était le suicide qui envisageait. Puis ça fait que c'est incroyable, la pauvreté. Quoi ça peut faire, puis comment ça peut être destructif. Vous avez finalement obtenu l'invalidité à long terme, qu'on appelle d'être des personnes avec un handicap. Et ça vous donne, je crois, à l'heure actuelle, 763 $ par mois que vous vivez avec. Et vous avez un loyer à prix modique. C'est pas une situation de personne bien à l'aise. Non, ce qui est plus frustrant, c'est que j'ai travaillé depuis l'âge de 13, 14 ans, jusqu'à ce que l'accident est arrivé. Puis, tout ce temps-là que j'ai travaillé, j'ai payé des taxes, puis des impôts, puis des ci, puis des ça. Puis j'avais le droit à Canada Pension, Canada Pension, qu'on appelle. Puis, je recevais 142,65 $. Mais, quand c'est sur l'assistance sociale, le bien-être te l'enlève. Vous savez, c'est ça qui est frustrant, encore un fardeau de plus. C'est que tu sais que ça t'appartient, ça. Mais ils prennent. Ils te l'enlèvent, ton chèque. Ça fait que tu es encore pénalisé parce que tu as déjà travaillé de ta vie. Parce que tu as voulu gagner ta vie, tu es pénalisé. Tu es écrasé encore une fois de plus. Vous savez? Ça fait, je ne sais pas quoi ce que les personnes qui sont en charge de toutes les choses, les ministères, les gouvernements, tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour laisser faire des choses de même? Vous savez? Si on donne plus d'argent à une personne pour vivre, ils vont donc dépenser un peu plus. Ça va être des revenus de plus en taxes sur les biens et les choses. Ça fait... Puis la personne doit être revitalisée, autrement dit. Oui. Puis elle va se sentir mieux. Ça va être moins dur sur le système de santé, parce qu'il y aura moins besoin de médicaments. Il y aura moins besoin de médicaments pour les dépressions puis les autres. C'est un avantage de donner un peu plus aux pauvres. Vous savez, à long terme, c'est un gagne-gagne. Espérons que le message va passer, André. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile. Merci. Merci. Alors, Jean-Claude, il est assez évident qu'avec 763 $ par mois, André vit dans une pauvreté extrême et constante. Et la situation de ce groupe de bénéficiaires a fait l'objet d'une étude commanditée par le Front commun. Alors, on va écouter un autre reportage, en fait, une autre entrevue. Il s'agit de l'auteur de ce rapport et de l'étude qui a découlé de ce rapport. C'est la chercheure Julie Godette. Alors, on l'écoute. Julie Godette, tout d'abord, il faudrait définir ce qu'on entend par une personne avec un handicap. Oui, c'est ça. Nous, on a fait un projet pour les personnes handicapées à faible revenu. Donc, un handicap, en gros, ça peut être physique, ça peut être cognitif, ça peut être un problème de santé mentale. Donc, il y a différentes sortes de handicap. Il y a aussi différentes sortes d'intensité d'handicap. Ça peut être de léger à sévère, mais nous, on se concentrait surtout sur des personnes qui ont un handicap assez sévère pour les empêcher de travailler puis de subvenir à leurs besoins. Et quelle est leur situation globale ou la situation à l'heure actuelle dans la province là, de ces personnes-là? Bien là, c'est ça. Nous, on s'est concentré surtout sur les personnes qui ont un handicap qui étaient sur l'aide au revenu. Donc, dans la province, en ce moment, au total, au mois de juin 2018, il y avait environ 22 000 personnes sur l'aide au revenu, 22 000 familles sur l'aide au revenu. Entre autres, dans ce groupe-là, il y en avait environ 6 000 qui étaient des personnes qui sont sur on appelle ça les prestations prolongées. Donc, ça, habituellement, ce sont des gens considérés comme inaptes au travail, donc pas employables.
Donc, sur le 22 000, il y en a à peu près 6 000. Puis de ces 6 000-là, il y en a à peu près 91 qui sont des personnes qui vivent seules. Et ils reçoivent combien par mois, ces gens-là? Mais c'est ça. Sur les prestations prolongées, là, la prestation de base, c'est à peu près par année, c'est à peu près 8 000. Mais s'ils ont en plus le supplément d'invalidité, qui n'ont pas tous d'ailleurs, là, mais s'ils ont ce supplément d'invalidité-là, qui a un 100 $ de plus par mois, ça monte à peu près à 9 200 là, par année. Donc, est-ce que c'est suffisant pour vivre, selon vous? Non, c'est que le problème, c'est que 9 200 par année, là, si on regarde ça, c'est en bas de 10 000 $. Puis le seuil de revenu de Statistique Canada, les mesures de faible revenu, c'est 22 000 pour une personne seule par année environ. Donc, en bas de 10 000, tu es en bas de 50 de ce 22 000-là. Donc, tu te situes vraiment dans ils appellent ça la pauvreté extrême. Donc, quand tu es rendu dans la pauvreté extrême, c'est que tu n'as même pas assez pour subvenir à tes besoins de base, là. Juste la base de nourriture, le logement, les vêtements. Donc là, on parle vraiment d'une situation assez précaire. Donc, ils se privent de certaines choses. Oui, mais sinon, il faut qu'ils trouvent des stratégies pour essayer de combler, parce que juste dans l'exemple qu'on utilisait, nous, dans notre rapport, un logement de une chambre à coucher à Moncton, en moyenne, c'est proche de 680 par mois. Puis ça compte même pas si c'est un logement accessible dans un édifice où il n'y a pas de marche. Bon, fait que dépendamment de l'accessibilité que tu as besoin, mais un logement à 680 par mois, quand tu fais 763 par mois, il t'en reste pas assez, là. Donc, les gens ont recours aux banques alimentaires, mais même là, les banques alimentaires, ça ne remplit pas ton garde-manger pour un mois au complet. Donc, il y en a que c'est les amis, la famille, mais je veux dire, là, s'il faut se fier sur de la famille et des amis, mais c'est pas tout le monde non plus qui est dans une situation qui ont des personnes qui peuvent les aider. Donc, c'est pas évident, là. Est-ce que les services sont différents selon qu'on habite en milieu urbain ou à la campagne, par exemple? Est-ce qu'il y a des problèmes plus spécifiques si on habite à l'extérieur des villes? Bien, je veux dire, au niveau du revenu, c'est le même revenu, oui, mais au niveau des services, ça peut varier, comme le transport. Dans une ville, c'est plus facile pour le transport adapté. C'est plus difficile à se déplacer là, dans les secteurs ruraux, là, il y a ça. Puis peut-être aussi qu'il y a moins d'offres au niveau des logements accessibles et abordables là, dans les régions rurales, là, dépendamment. Ça, c'est un gros problème, le logement, et le logement abordable et le logement qui est adapté. Oui. Ça, c'est une grosse difficulté. Oui, définitivement. Parce que au niveau des logements qui sont accessibles, comme je disais, là, si la personne a besoin d'un édifice qui n'a pas de marche ou pas d'escalier ou un ascenseur, ça peut être plus dispendieux. Il manque en ce moment de logements pour les personnes. C'est certain que si quelqu'un a accès à un logement subventionné, qui est accessible et adapté pour cette personne-là, mais c'est beaucoup plus facile parce que là, une grosse partie du loyer est payée par le gouvernement. Donc, si tu as 763 $ par mois puis tu n'es pas obligé de payer 680 pour un logement, hein, puis que tu payes juste 30 $ pour un logement, mais tu as un 650 pièces de plus dans tes poches. D'où votre proposition, je pense, que le gouvernement instaure un système ou un programme par lequel ceux qui ne sont pas dans des logements subventionnés reçoivent une certaine compensation à ce niveau-là? Oui, ça pourrait être soit sous forme d'une allocation au logement. Il y a d'autres provinces qui donnent des allocations au logement qui sont quand même assez... qui fournissent au moins une aide pour payer le logement. Ou la recommandation principale, c'est d'avoir un revenu plus élevé, qui compenserait aussi de la même manière pour le fait qu'il manque de logement. Donc, pour amener tout le monde à un niveau de revenu qui est... qui s'appelle un revenu minimum garanti qui couvre les besoins de base de nourriture, logement. Statistique Canada fait des calculs par rapport à ça. Puis eux autres, ils appellent ça les mesures du panier de consommation. Puis pour une personne seule, c'est environ 17 700 par année. Ça, c'était en 2015. Ça fait que là, probablement, ça sera un peu plus élevé en 2018. Là. Mais pour donner une idée, s'ils reçoivent 9 200 par année de prestations d'aide au revenu,
plus, mettons, le 7 800 d'aide au logement que certains reçoivent, mais là, qu'on donnera à tout le monde. Mais si on additionne le 9 200 avec le 7 800, ça nous donne 17 000. Donc, on n'est pas loin de ces... Puis, il y a déjà 2 provinces au Canada qui le font, ça, Oui. qui ont complètement sorti les gens avec des handicaps et qui ne sont pas capables de travailler de l'aide au revenu pour leur donner un revenu garanti. Ils appellent ça le Assured Income for the Disabled, le revenu garanti pour les personnes ayant un handicap. Puis, c'est la Saskatchewan puis l'Alberta qui ont déjà fait ça. Donc, le Nouveau-Brunswick, dans le fond, n'inventerait pas de nouveau la roue, là, mais ça serait juste de suivre dans cette veine-là. Puis d'assurer à tout le monde qui ont un handicap que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller travailler, c'est qu'ils ont été... ils ne sont pas nécessairement capables, sinon ils iraient parce qu'à ce niveau de revenu-là, quelqu'un qui est capable de travailler irait travailler, là, parce qu'il ne vivrait pas là-dessus. Là. Donc, vraiment, j'ai fait des calculs ce matin, puis ça coûterait, si on assume que des 6 000 personnes sur l'aide au revenu qui ont un handicap sur les prestations prolongées, si on assume qu'il y a à peu près la moitié qui n'ont pas de logement subventionné, ça coûterait peut-être 23 millions au gouvernement par année, mais si on Pour les amener à un niveau que tout le monde soit à peu près oui, égal. mais si on divise ça par la population du Nouveau-Brunswick, c'est 30 $ par personne. Je veux dire, même moi, je n'ai pas nécessairement un haut revenu, là, mais je serais prête à donner une coupe de 100 $ là, pour m'assurer que tout le monde ait assez à manger. Donc, je me dis, il me semble que la solution serait quand même assez... C'est facile ou acceptable, en tout cas. Oui! Oui. Mm-hmm. Merci beaucoup. Bienvenue! Jean-Claude, malgré des situations parfois insurmontables, certains bénéficiaires donnent de leur temps et deviennent des militants anti-pauvreté. C'est le cas de la prochaine personne que nous allons entendre, Joanne Petitpas, qui milite depuis très longtemps. Joanne Petitpas est originaire de la région de Moncton. Elle a eu 2 enfants. Elle va nous parler de la situation qu'elle a vécue en tant qu'assistée sociale, en tant que personne handicapée. Et aussi, elle va nous parler de son militantisme. Joanne Petitpas, bonjour. Allô? Joanne Petitpas, parlez-moi d'abord de comment c'est arrivé que vous avez été obligée de prendre l'assistance sociale à un moment donné dans votre vie. Bien, au commencement, c'est à cause que quand tu travailles dans les shops, dans ce temps-là, il y avait comme 3 mois d'ouvrage. Puis quand tu reçois tes stamps quotidiens dans ce temps-là, il y en avait pas assez pour aller toute l'année. Jusqu'à temps que je commençais à travailler, il fallait d'autres argent pour survivre. J'avais 2 enfants, j'avais une rente à payer. J'étais pas c'était pas dans NV Housing, on va dire au commencement, OK? Oui. Puis là, j'ai élevé mes 2 enfants à toutes les fois. L'hiver, il fallait aller l'assistance. Ça payait comme le restant, comme on dirait. Dans ce temps-là, les stamps, c'était 55 $ par semaine. So, 110 puis 110, là, ça fait 220 $, c'est tout. Vous étiez monoparental? Oui. Oui, vous n'aviez pas... Non, non. Il était là au commencement, là, il n'était pas. Ça n'allait pas, j'étais pas. Je veux dire, comme... J'ai laissé à cause que c'était un homme qui abusait. Il abusait la boisson, comme que moi j'ai fait aussi, je veux dire. Puis il m'abusait. J'ai pas pu. Tu mets pas la main sur moi. Je veux dire, j'ai pas besoin de vivre comme ça. Puis, à un moment donné, vous vous êtes blessé, je pense. Vous avez commencé à être malade. Vous n'avez pas pu continuer de travailler? Oui, j'ai eu une attaque de cœur, puis j'ai pris un petit stroke. Tout mon bord droit était tout. Ça m'a pris comme quasiment 2 ans à le mettre ce qui était à peu près. J'ai encore un petit peu de trouble avec ce pied ici. Puis là, of course, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu manges beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour toi. So, c'était pas mal les French fries, dans le fourneau, avec du sel, tu sais, comme... So, j'ai tout le temps été une personne qui était grassette. Dans le temps passé, je pesais comme quasiment 400 livres. So, je pense, à ce je pèse comme 240, 245. Je n'ai pas honte de dire, je suis grassette. J'ai tout été grosse, je n'ai jamais été petite. Quand j'étais petite, j'étais petite. Puis là, après ça, ça a commencé à pousser.
Puis vous avez eu donc des strokes. Vous avez eu des difficultés et c'est vraiment à partir de ce moment-là que vous avez été sur l'aide sociale tout le temps? Quasiment tout le temps, oui. J'ai travaillé à Tibran, c'est in between, là, comme on dirait. Là. Ben, je pouvais pas faire des grands yeux comme que je faisais avant. Puis tu peux pas aller travailler 8 heures sur tes pieds. Je peux pas tenir debout. C'est longtemps pour travailler comme ça. Puis même si je me travaillais, ça serait la même chose. Puis maintenant, votre situation, c'est quoi? Je reste dans un NB Housing. Je travaille pas en tout. At least j'ai ça, là, tu sais. So, je paye moins de rente. Là, j'ai le câble, puis là, on vit. Ce que je veux dire, au commencement, j'allais tout le temps au kitchen pour les ramasser du pain, des fois du céréales, des fois toutes sortes de choses qui vendent des bananes, des pommes, des oranges. Tu sais, des fois, ils donnent du stuff qui rentre. Ça aidait. Comme ça, les banques alimentaires, vous avez connu ben, ça? Là, dans les soupes kitchen aussi, des fois, Oui. ils donnent des choses. Ouais. Ah, faut tout le temps se dire ça. Je crois pas que j'ai jamais été... J'ai été un mois dans toute ma vie que je n'ai pas utilisé la banque alimentaire. Maintenant, même maintenant? Oui, même maintenant. Parce que vous recevez à peu près 750 Oui, par bien mois. là, si le monde croit que l'assistance paye tout, bien, ça ne paye pas les vitamines. Toutes les vitamines, puis les glassements, puis tout ça qu'il faut que je prends pour mes os, ça me coûte comme 110 $, 120 par mois. Ça coûte cher, ces vitamines-là. Ça c'est à part, ça. 225, à peu près 150 pour le câble, les autres 125, ça. Tu sais, comment est-ce qu'il reste, là? Parce que maintenant que vous êtes sur l'invalidité, qu'on appelle, vos médicaments ne sont pas payés par la province. Pas tous les médicaments. Ça ne paye pas les vitamines, ça ne paye pas les glassements, les choses qui s'en vont pour les os. Je veux dire, ça ne paye pas ça. Puis, comme vous le dites, les gens s'imaginent que vivre sur l'aide sociale, que tout est payé, que c'est comme la belle oui, vie. que la vie à l'aise, hein? C'est pas à l'aise. La première chose que tu penses le matin, là, pas moi plus que les autres, là, c'est juste ce que je vais manger aujourd'hui. Comment je vais faire pour manger aujourd'hui? C'est OK qu'il y a des soupes kitchen. Le monde, il y a du monde qui dit j'ai honte de dire que j'étais là. J'étais là pour des années, je n'ai pas honte de le dire. C'est ça, tu sais, tu te lèves, tu vas au kitchen, tu manges, là tu vas pas d'eau, je veux dire, là j'ai un petit peu de misère à me rendre, tu sais, partout, là. Mon chum a un char, je ne sais pas comment longtemps qu'il va durer, là, mais on a un char jusqu'à ce deux, là. Puis c'est ça, tu sais, c'est aller au food bank, aller au soup kitchen, c'est quasiment ça la vie, là, je veux dire. Puis là, ils disent, on est tous parachés, puis ça, mais en se levant, ça va déjà fait comme 8 heures de travail. Pour voir comment est-ce que dans la journée, vous allez pouvoir manger, pouvoir aller chercher telle chose, faire même le transport. Oui, même le transport, parce que même si ça monte, tout monte. Le lait monte, les œufs montent, c'est là, on dit quoi, 3,69 $ pour une douzaine d'œufs. OK, comme moi, j'ai diabète, pour mon lait, ça, je pense c'est quasiment 7 pièces à toutes les semaines de lait. Ça fait déjà 28 pièces qui est sorti du jet, là. OK, ça, faut budget, faut tout tes budgets. Si tu veux du lait, il faut tes budgets. C'est pour ça que tu vas au soup kitchen puis au food bank, c'était pas le choix. Vous avez décidé, Joanne Petitpas, vous, de vous impliquer. Vous êtes une militante. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Vraiment, là, au commencement, c'était juste, t'es tanné. T'es tanné parce que là, t'as changé tes manières de vivre, puis t'as changé ta vie, ça, t'as plus les chums que t'avais, je veux dire, parce qu'il fallait, tu sais, tu peux pas aller rester dans ta vente puis pas boire jour après jour après jour. Ça, il fallait tout changer quasiment, là. Puis là, c'est quoi ce que je vais faire? Ben, tu viens tanner, regarder le TV, ou de prendre des marches, ou tu sais, lire, là, il faut que tu t'impliques. Moi, j'ai venu à cette année, regardais là, partout, là, puis je comptais, tu sais, comment tard, il y avait des les planches, comment est-ce qu'il y en avait des souliers, je veux dire, tu viens tanner, si tu ne fais pas quoi avec ta vie, c'est là que tu vas tiens. Si tu tiens avec des boivards, tu vas boire. Si tu tiens avec du monde qui fait du drogue, tu vas en faire. Je veux dire? C'est que si vous vous tenez avec du monde qui travaille pour les autres, puis qui aide les autres, là, vous allez... C'est même, j'ai commencé... C'est ma soeur, actually, qui a dit de revenir au Front commun. Quand j'étais là, j'ai pensé, ils sont tous fous. Ils en ont changé le pensée du gouvernement. Ils sont tous fous.
Mais là, j'ai continué à aller, puis là, Sœur Orio m'a encouragé. Je veux dire, si tu tiens avec des personnes qui sont négatives, qu'est-ce que tu vas faire après un élan? Tu vas venir négatif. Si tu tiens avec des gens qui est tout le temps dépressé, dans une dépression, tu vas tout le temps être dépressé toi aussi, je veux dire. Si tu tiens, OK? Il fallait que je fasse de quoi? Cette année, j'avais travaillé pas mal. Tu sais, même si quand je ne travaillais pas, je faisais du babysittage, tu sais, tu faisais quoi, je veux dire, qui te fait filer mieux. Quand tu fais quoi, tu fais filer mieux. Ça valorise la personne. Oui. So, là, d'une manière, tu sais, je m'ai impliquée dans le Front commun. Là, j'étais le Moncton Homeless Steering Committee. Là, un de mes chums, son nom Jerry, m'a demandé d'aller dans le At Home, le projet que Claudette Bradshaw. Puis quand je demandais aux femmes, ils m'ont dit, ben non, nous autres, on n'est pas, comment est-ce qu'ils ont dit ça? On n'est pas retardés, nous autres. J'ai dit, hey, il y avait ce programme-là, là, 10 ans passés, quand j'étais dans votre situation, j'ai arrêté la première en ligne. Je veux dire, on ne dit pas que vous êtes retardés, on dit que vous avez des problèmes. Quoi, tu n'as pas de problème? Oh mon Dieu, tout le monde a des problèmes. Le professeur qui va à l'école a des problèmes. La maîtresse qui, tu sais, le daycare worker, tu sais, on a tous nos problèmes. Peut-être c'est pas aussi tant, tu sais, pire que d'autres. Donc on dirait, on a tous nos problèmes. C'est une chose ou l'autre. On a trop d'argent. J'ai jamais eu trop d'argent, mais tu sais, pas assez d'argent, ouais, je veux dire, ça nous amène ensemble, tu sais. Vous avez une belle attitude face à la vie. J'espère que les gens vont apprécier votre message, Joanne. Oui, I hope so. Oui. Si tu tiens dans une maison à garder les 4 murs, mais c'est ça qui va être ta vie. Si tu sors là, tu vas tout le temps rencontrer du monde, tu vas tout le temps apprendre de quoi. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Alors, le Front commun propose plusieurs choses pour corriger ces situations. Commençons par les taux de base. Donc, ça, c'est les sommes qui sont versées aux différents groupes de bénéficiaires. Que voudriez-vous qu'on augmente et comment? Nous, notre proposition, c'est qu'on ait une augmentation graduelle, évidemment, des taux sur une base de 10 ans et qu'on se base sur la mesure du panier d'épicerie, justement, qui est une mesure reconnue au travers le Canada. Et c'est un peu ça qu'on appelle une mesure de seuil de pauvreté. Donc, on dit qu'il faut que les taux de base augmentent et que le revenu annuel net puisse égaler aux mesures au seuil de pauvreté. Donc ça, c'est une partie importante parce qu'évidemment, si on n'augmente pas les revenus des personnes, ils vont rester en situation de pauvreté. On sait que la province a justement un programme de réduction de la pauvreté, donc ça, selon nous, ça devrait faire partie de leurs recommandations. Évidemment, il y a toute la question aussi des politiques du ministère qui devraient être modernisées, qui devraient être améliorées. On a une série de politiques qu'on propose aussi, qui devraient être changées pour rendre la vie des gens qui sont sur l'aide au revenu beaucoup plus décente. C'est certainement deux aspects importants de nos propositions. Et le logement social, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important pour le Front commun. Oui, et ça qui est intéressant quand même, avec le gouvernement fédéral maintenant, et la province vient de signer une entente de 10 ans pour le logement social qui va injecter 300 millions de dollars dans le logement social de Nouveau-Brunswick. Donc ça, c'est très positif. On n'a pas eu ce genre d'investissement du gouvernement fédéral depuis des années. Donc, on va voir comment ça va se mettre en place, mais c'est certainement quelque chose de positif. Et c'est clair qu'il faut aussi que le logement social soit ouvert beaucoup plus aux gens célibataires. Parce que présentement, l'accent est mis sur les familles, qui est très bien, mais il y a, comme on le voit, beaucoup de gens qui sont sur l'aide au revenu. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont à petit salaire, qui sont seuls, qui sont des célibataires, et qui ont moins accès au logement social. Et ça, je pense que devrait être aussi une priorité. On est à la veille d'une élection provinciale au Nouveau-Brunswick. Quelles sont les actions que le Front commun prévoit prendre pendant cette campagne électorale? Bien, on a produit 2 documents pour l'ensemble de la population, mais qu'on a envoyé aussi à tous les députés de la province. Moi-même, j'ai rencontré tous les 5 partis politiques pour leur parler directement avec les chefs de nos propositions.
évidemment, il y a eu une réception intéressante, là, mais on va voir, ce qu'on veut voir de ces partis-là, c'est qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur plateforme électorale. Et je leur ai dit, et au nom du Front commun, c'est qu'on va évaluer leur plateforme électorale en rapport avec nos priorités, à nos propositions, et on va faire connaître publiquement qu'est-ce que ces partis-là ont regardé et qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur plateforme. Et c'est ça je pense qu'on va dire aux gens, bon, ben, jugez à ce moment-là sur quel parti vous devriez voter. On l'a fait, c'est un exercice semblable aux dernières élections, mais cette fois-ci, on a été une étape plus loin, on a rencontré tous les partis politiques. Jean-Claude Basque, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et surtout continuez de vous informer et de contribuer de toutes les manières que vous voulez pour aider et soulager ceux et celles qui vivent constamment avec des difficultés et qui vivent dans la pauvreté. Merci, bonsoir. Comme Nelson Mandela, le Front commun pour la justice sociale croit profondément que la pauvreté n'est pas plus naturelle que l'esclavage et l'apartheid. Elle est créée par les êtres humains et elle peut être vaincue par les êtres humains. Nous avons donc fait des propositions concrètes que ces mises en place auront un impact positif sur la vie des travailleurs et citoyens ainsi que sur leurs familles. Il est clair que le présent salaire minimum à 11,25 $ ne permet pas aux travailleurs et travailleuses d'avoir une vie décente. Nous proposons que la province augmente le salaire minimum de 1 $ l'heure chaque année jusqu'à ce qu'il atteigne 15 $ et l'indexer par après. Présentement, les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et de l'île du Prince-Édouard ont un salaire minimum plus élevé que le nôtre. Pour les organismes communautaires qui dépendent des subventions gouvernementales pour fonctionner, nous soumettons que le gouvernement leur fournisse une aide financière supplémentaire pour compenser les augmentations du salaire minimum de leurs employés. Quant aux conditions sur les lieux de travail, le Front commun a soumis un rapport au gouvernement provincial. 3 propositions doivent être mises en place immédiatement. La première propose 5 jours de congé de maladie annuel payés. La deuxième, que les heures supplémentaires pour une semaine de 40 heures soient payées à temps et demi du salaire réel et non à temps et demi du salaire minimum. Et finalement, que l'employeur défraie le coût de l'uniforme de la compagnie que le travailleur doit porter. Nous préconisons aussi de modifier la présente norme d'emploi afin de donner un salaire égal pour un travail de valeur égale ou équivalent. Lorsqu'on parle de pauvreté, on ne peut passer à côté des milliers de citoyens et d'enfants qui dépendent de l'aide sociale. Nous avons soumis au gouvernement une série d'alternatives pour améliorer leur situation. Nous savons qu'un tiers des prestataires d'aide sociale aptes au travail n'ont pas eu d'augmentation de leur taux de base depuis 2010. Ils ont donc le même pouvoir d'achat cette année qu'il y a 8 ans. Nous proposons que le taux de base soit augmenté de 13 % en 2018-2019 et qu'il soit indexé à l'inflation par après. Pour tous les autres prestataires dont le taux de base est le même depuis 2014, nous proposons de l'augmenter de 5 % et de l'indexer à l'inflation par la suite. Il faut aller plus loin. Nous estimons que sur une période de 10 ans, le revenu annuel net des prestataires de l'aide sociale soit égal à la mesure du panier de consommation de Statistique Canada. La recherche effectuée par le Front commun auprès des personnes avec un handicap dévoile une situation désastreuse. Nous voulons que la province mette en place un programme de revenus garanti pour les personnes ayant un handicap, semblable à celui qui existe dans d'autres provinces. Outre le revenu, les prestataires de l'aide sociale sont assujettis à de nombreuses politiques ministérielles qui doivent être modifiées. Entre autres, permettre aux prestataires de garder plus de revenus lorsqu'ils réussissent à se trouver du travail. Aussi, simplifier le processus pour être reconnu comme prestataire invalide. Finalement, changer la composition de la commission d'appel et que les décisions de cette commission soient exécutoires. On propose aussi la nomination d'un ombudsman des prestataires. Le logement est un item important dans le budget des personnes vivant en situation de pauvreté. Le logement social, par lequel on ne débourse que 30 % de son revenu, est la solution idéale pour de nombreuses personnes. Les différents paliers de gouvernement prévoient investir des sommes importantes dans le logement social. Nous souhaitons qu'une partie de cet argent aille pour la rénovation des logements sociaux existants et qu'une autre portion soit réservée pour le secteur coopératif ou à but non lucratif plutôt qu'uniquement pour le secteur privé.
En terminant, nous considérons que les propositions du Front commun pour les plus de 36 000 prestataires de l'aide sociale seront difficilement applicables si nous n'adressons pas les préjugés de la société envers les pauvres. D'ailleurs, en 2009, le Nouveau-Brunswick s'est doté d'un plan de réduction de la pauvreté et un des objectifs était d'élaborer une campagne de sensibilisation essentielle à la réussite de cette stratégie. Cette campagne n'a jamais vu le jour. La pauvreté, parlons-en.